nous, on a découvert donc la maladie de notre fils par rapport aux premiers signes du diabète, qui sont donc la soif et les envies fréquentes d'uriner. Cet été-là, il y avait les fortes chaleurs, etc. Donc, il a commencé une nouvelle assistante maternelle. Donc, il faut savoir que Malo, il fallait penser à le faire boire. Il ne buvait pas tout seul naturellement. Il fallait penser. Moi, je prenais l'assistante maternelle pendant l'adaptation. Ça, c'était le lundi pendant l'adaptation. Et le vendredi, je le récupère. Et elle me dit, il boit très, très bien. Il boit beaucoup. Je ne vois pas qu'est-ce qui se passe. Donc, bon, on met ça sur le coup de la chaleur. Et petit à petit, plus les jours passaient, et plus on se rendait compte qu'il commençait vraiment à boire cul sec, beaucoup d'eau. Et un peu avant le diagnostic, à 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour, donc ce qui était vraiment énorme. Et, après, au fur et à mesure, il a commencé à avoir vraiment des couches de plus en plus remplies, jusqu'au moment où carrément le matin, le lit, la l'aise, mais pas juste une tâche, vraiment tout le lit était tout trempé. Et donc, on commençait à se poser des questions. Enfin, mon mari, du coup, a regardé sur Internet et m'a dit peut-être le diabète. Il n'y a pas de diabète dans la famille, tout ça, il est en bonne santé, enfin, je vois pas le rapport. Et donc, on a pris rendez-vous chez notre médecin traitant. Et en fait, une semaine avant, on s'est dit non. On sentait vraiment avec mon mari qu'il y a quelque chose qui allait pas. On s'est dit non, on avance le rendez-vous, il y a quelque chose, c'est pas possible. Et il sentait l'acétone de la bouche. On voyait qu'il avait perdu un petit peu de poids. Donc, le lundi matin, à 9 h, j'appelle en urgence notre médecin, effectivement, qui dit ah, papa, vous venez tout de suite, on n'attend pas une semaine de plus. Donc, mon mari est parti donc emmener le petit chez le médecin. Et là, il dit hop, prise de sang en urgence. À 16 h30, 17 h, mon mari qui m'appelle, il dit j'ai notre médecin traitant qui vient de m'appeler. Elle nous a dit de filer aux urgences à l'hôpital. Du coup, la prise de sang n'est pas bonne du tout. Mon mari m'a dit qu'il était au niveau des taux à 4 ou 4,5 au niveau de l'acétone. Donc après, quand on connaît, c'est là où on s'est dit, effectivement, il était vraiment très, très haut. Et effectivement, là, le diagnostic tombe, on voit tout le monde, les infirmières, on nous explique, on nous pose plein de questions, on est bombardé d'informations, on nous dit qu'on va rester à l'hôpital une semaine. Alors là, moi, je revenais de vacances en plus, donc je venais tout juste de reprendre le travail. Mon mari, pareil. Et après coup, notre médecin traitant, tout l'hôpital, etc., nous ont dit vous avez bien fait d'avancer le rendez-vous d'une semaine, parce que si vous aviez attendu une semaine de plus, ça aurait pu lui faire de gros dégâts au niveau de la santé, voire coma, ou ça aurait pu être mortel aussi au niveau de l'acétone. Il faut toujours s'écouter en tant que parent. Ce qui était particulier, c'est que j'étais en congé maternité quand le diagnostic est tombé. Et donc, nous, les symptômes, on était, comme Jessie, en plein été, là, avec des étés, on est en 2018, donc grosse canicule, avec un enfant qui boit, mais on ne s'étonne pas parce qu'on buvait tous des litres tellement on se déshydratait à longueur de journée. Et puis, on a commencé à avoir des retours de pipi au lit, mais à quelques semaines d'avoir un petit frère ou une petite sœur, quand on a des enfants d'alentour des 3 ans, c'est des symptômes un peu classiques, ces régressions. On ne connaissait pas ces symptômes. Et du coup, les symptômes, vous les prenez de manière décorrélée et tout se justifie. Il fait chaud, là, il y a la petite sœur, etc. L'amaigrissement, on ne l'a pas vraiment vu parce qu'on avait plutôt l'impression qu'il était en phase de croissance. Puis, il mange beaucoup aussi quand il commence à avoir beaucoup d'acétone. Et du coup, les fins d'ogre, on a dit, fin d'ogre, il grandit. On a trouvé des explications parce que juste, on n'avait pas non plus les symptômes. Et même réflexe, un jour, il faisait pas chaud. Là, il a beaucoup bu et mon conjoint a tapé sur Google, enfant qui boit beaucoup. Bim, diabète. Voilà. Et j'en profite quand même pour préciser quelque chose qui est important parce que dans l'histoire de Jessie, ça c'est bien, et la mienne, ça s'est relativement bien fini. Mais la réalité est que quand on est parent, il y a une méconnaissance claire de ces symptômes. Sauf que ces symptômes, ils peuvent engager le pronostic vital. Et ils devraient être connus de tous les parents. Et ils devraient être connus de tous les médecins généralistes. La réalité est qu'un généraliste diagnostique un diabète de type 1 une fois dans toute sa carrière. Donc, en général, en fonction de à quoi remontent leurs études, parfois les symptômes sont un peu éloignés. Et ce qui est embêtant, c'est que du coup, les médecins généralistes n'ont parfois pas non plus les réflexes d'urgence à avoir. Quand le diagnostic est posé trop tard, l'enfant se dégrade très vite, surtout quand il est jeune. Et ils arrivent à l'hôpital dans un état d'acidocétose sévère qui peut avoir des conséquences d'une sur son rétablissement, sur la glycémie et l'équilibre glycémique des prochaines années, parce que ça a des impacts sur l'enfance. Il y a des enfants qui meurent tous les ans parce qu'ils sont amenés trop tard à l'hôpital, parce que l'acidocétose sévère. En 2-3 jours, nous, on est allé voir le médecin un samedi matin, avec un enfant qui commençait fortement à se dégrader et qui nous a fait passer une prise de sang le lundi qui a suivi 2 jours après. On a été hospitalisé et quand la prise de sang est revenue horrible, qui nous a pas envoyé, qui m'a fait repasser au cabinet, qui m'a pas expliqué qu'on allait être hospitalisé, un carnage, et qui fait qu'on est allé à l'hôpital le lundi à 17 h, sauf qu'en fait, on a eu une suspicion depuis le vendredi et que le lundi à 17 h, moi, Marceau, il marchait même plus, on a dû le porter, il était au bord du coma. Vous avez des enfants qui sont au bord du coma parce qu'en fait, chaque jour, chaque heure compte presque. Il faut qu'on soit alerte. Au moins pour faire que cette phase de découverte elle soit la moins brutale pour l'organisme de l'enfant, sa santé, et puis le choc traumatique un peu du cocon familial.
le plus dur, en fait, dans la découverte du diabète de type 1, c'est pas en soi la maladie, je dirais, parce que, bah, la maladie, on sait ce que c'est, on sait comment, enfin, on sait les pompes, les cathéters, tout ça, il y a tout le matériel. Donc tout ça, c'est OK. Et puis une fois que c'est là, nous, c'est ce qu'on s'est dit, bah, il est diabétique de type 1, c'est là, bah, c'est comme ça et on va tout cadrer et cetera pour laisser le moins de place à l'imprévu. Mais le plus dur, en fait, en tant que parent, c'est de ne plus, en fait, ressentir son rôle de parent, mais que le rôle de parent soignant, en fait, prenne le dessus sur juste le rôle de parent. C'est-à-dire qu'au tout début, Malo, du coup, quand il a été diagnostiqué, il avait 2 ans et demi, et encore maintenant, il ne ressent pas les symptômes dans son corps. Des fois, il va être en hypo sévère, mais il va être en train de courir partout dans la maison. Du coup, c'est frustrant parce qu'en fait, on doit le stopper, lui dire d'arrêter de jouer, mais il comprend pas. Donc bon, maintenant, depuis, bah, ça va faire maintenant un peu plus d'1 an. Donc en fait, ça fait partie de lui. Il grandit avec et enfin, pour lui, ça fera toujours partie de lui. Il y a pas, en gros, lui, il a pas, enfin, vu qu'il était tout petit, il a pas il se dit pas, ah, ben avant j'étais tranquille, j'avais pas de diabète. Maintenant c'est contraignant. C'est pas comme les adolescents ou autres. Ça arrive pas au même moment de la vie. Et encore maintenant, il ne ressent pas les symptômes dans son corps. Des fois, il va être en hypo sévère, mais il va être en train de courir partout dans la maison. Dans les défis, il y a tout ce qui est lié à la charge mentale. On connaît déjà la charge mentale des parents et notamment des femmes. Et en plus de ça, comme tu disais, 80% du temps, c'est les femmes, c'est les mamans qui font les soins, etc. Et c'est pour ça ça me faisait doucement sourire parce qu'effectivement, à la maison, je vois que bah, c'est mon cas. En tout cas, après, bon, monsieur n'est pas souvent là non plus. Donc, bon, bah, voilà, hein, c'est comme ça, il y a le travail qui fait que. Mais je sais que le plus dur, et si j'ai un conseil à donner, essayez de vous reposer un maximum parce que, ouais, en fait, pour moi, le plus dur, c'est les hippos la nuit. Les hippos la nuit, les réveils, d'attendre parce que c'est pas juste je me lève, je resucre, je me rendors. Non, c'est je me lève, je me resucre, j'attends de voir que la glycémie remonte bien, ou sinon je retourne resucrer, ou après, enfin, je peux aller dormir. Donc après, derrière, il faut enchaîner le matin, les préparations du matin avant d'aller à l'école, la journée de travail, le soir. Et en fait, le problème, c'est que, bah, comme tu disais, toi, t'as plus de recul par rapport au diabète que moi, mais rien que moi, là, déjà, j'ai l'impression, enfin, j'ai pas passé, depuis qu'on a découvert le diabète de Malo, j'ai dû passer 1 ou 2 nuits à dormir complètement. Parce qu'en plus de ça, déjà, quand on a un enfant, on ne dort jamais à point fermé, fermé, sauf l'autre côté du lit, apparemment. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné pour moi en tout cas. Mais oui, après, on ne dort jamais. Donc, comment dire, dès qu'on entend le moindre bruit, par exemple, des fois, juste je dors, j'ai l'impression que le téléphone sonne. Mais en fait, non, c'est pas du tout son téléphone, c'est juste l'impression. Le défi avec un enfant qui a un diabète, c'est de le confier, tout simplement. Parce que, en général, la réalité de ce que je vois, moi, des familles qui s'inscrivent, qui nous contactent, etc., c'est que le couple se back up quand le couple parental est encore ensemble. Je ne vous parle pas des défis quand les familles sont séparées. Oui. Encore plus compliqué, parce que en général, dans le couple, il y a toujours un leader en termes de soins, de prise en charge, d'accompagnement, souvent les mamans, clairement. Moi, à 90%, les démarches d'inscription, tout ça, sont portées par les mamans, qui sont toujours, je pense, un peu plus investies sur la partie santé, même s'il y a des papas voilà, qui font exception, mais c'est quand même souvent plutôt comme ça. Et donc, le sujet est de se dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va confier notre enfant à quelqu'un, bah, il y a un sac à dos qui va avec. Et qu'il faut qu'on essaie d'expliquer. Alors, en fonction de la régularité, du type d'absence qu'on va, etc., bon, bah, on adapte un peu ce qu'on doit dire. Mais évidemment, du coup, la petite enfance et la garde quotidienne avant l'école est un sujet. L'assistante maternelle, crèche, etc., est un sujet. Trouver une ASMAT, c'est compliqué, mais alors une ASMAT qui accepte, quand elle a un agrément pour 4, d'avoir un enfant qui a un diabète avec toutes les surveillances, les soins que ça nécessite, c'est un peu ardos. Donc, tout ça, c'est un peu lourd à gérer. À l'école, ben, c'est pareil, tous les ans, on a des docs à faire, des PAI, et puis tous les ans, on doit rebriefer. Et progressivement aussi, on accompagne notre enfant, nous, dans son autonomie. Mais on doit trouver une infirmière scolaire qui passe à l'école pour gérer les bolus, la dose d'insuline à injecter à l'enfant en fonction de son traitement. Parce que la réalité est que, en fonction aussi de l'orga de la famille, de tout ça, confier son enfant sur les temps de garderie à l'école le matin et le soir sont aussi un sujet, sont aussi un défi, parce que ça, c'est la responsabilité de la mairie. Et la mairie, en fonction elle est compatissante ou pas compatissante, elle peut vous mettre pas mal de barrières, même sur la prise en charge à la cantine, par exemple, du midi. Parfois, c'est les parents qui ont peur parce que
doit compter des glucides, on doit administrer des doses d'insuline qui correspondent à ce qu'ils mangent. Donc tout ça, ça met beaucoup d'inconnus. Donc il y a des parents qui ont aussi besoin d'être un peu plus sécurisés par rapport à ça. Mais il y a aussi beaucoup de municipalités qui sont en angoisse totale avec tous les pays qu'ils ont à gérer et qui refusent de prendre les enfants qui ont un diabète ou alors qui nécessitent forcément des boîtes repas. Et les familles, elles préfèrent se galérer et aller prendre les enfants tous les jours à l'école. Et donc, pour les enfants, tout ça, c'est aussi les défis que nous, on rencontre. Ça a aussi des impacts sur nos enfants parce que c'est excluant pour eux. Et quand on est dans une société où on se dit inclusive, juste ce genre de choses, d'être obligé d'imposer à nos enfants une boîte repas, alors qu'en fait, nous, on combat le fait que nos enfants ils peuvent manger comme leurs copains et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir aussi une boîte différente. Il y a déjà des dispositifs parfois sur leur corps et plein de choses qui font qu'ils soient différents. C'est important aussi pour eux de pouvoir les accompagner là-dedans. Et ça, c'est des défis qu'on ne voit pas, mais en tant que parents, il y a des parents qui mettent beaucoup de temps et d'énergie aussi à convaincre. C'est un travail de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Hein. Des instituts et un environnement encadrant scolaire qui est aidant. C'est très personne dépendant. Soit vous tombez sur des gens qui ont envie, qui se disent ok, je vais faire ce que je peux, j'essaie de comprendre, etc. Si vous êtes sur des gens qui sont sur un blocage, genre non, ça me fait peur, là ça va être l'enfer toute l'année. Et donc tout ça c'est des défis. Et donc quand vous voulez après, quand votre enfant est grandi, quand il va à un goûter d'anniversaire, c'est un défi. Quand il va faire 2 heures de foot, c'est un défi. Quand il va dormir chez un copain, c'est un défi. Enfin, en fait, à chaque moment où la personne, nous on est en charge de son traitement et de l'observance de son traitement, puisqu'il n'est pas autonome encore avec son traitement. Et donc, le fait de devoir confier et assurer son suivi, sinon on n'a plus cette responsabilité-là, il faut qu'on la donne à quelqu'un. Alors, un peu à notre enfant, mais en général, on sait que la charge, elle est déjà lourde pour lui au quotidien sur plein d'aspects psychologiques et physiques aussi, physiologiques. Donc, on essaie de pas trop charger nos enfants parce qu'ils vont avoir leur sac à dos à porter toute leur vie. Donc, en général, on essaie de déporter aussi un peu cette responsabilité et dire que si un adulte, c'est à l'adulte d'être un peu référent. Donc en fait, suite au diagnostic, notre assistante maternelle qui était en adaptation a démissionné. Et donc de là, on s'est dit: «Bon, pas le choix, je me mets en arrêt». Donc du coup, je me suis mise en arrêt pendant 1 an pour garder Malo. Par chance, j'ai une copine qui est devenue assistante maternelle, donc pendant ces 1 an-là, qui me dépannait, me gardait Malo pendant 2 heures par semaine. Donc vient le moment de chercher une assistante maternelle pour reprendre le travail parce que Malo retourne à l'école et puis là, s'ensuit 6 longs mois de recherche, très compliqués. Nounou à domicile, assistante maternelle, crèche, pas possible parce qu'il allait avoir 4 ans. Enfin voilà, on a tout essayé. Nous ici, on n'a pas de famille, donc pas de grands-parents, qui que ce soit pour garder. Du coup, je suis passée par les plateformes de l'assistante maternelle sur internet. J'ai calculé, j'ai envoyé à peu près 250 messages, donc à 250 assistantes maternelles dans un périmètre de 20-25 km là où j'habite, même à l'opposé de mon travail. Donc ça a été très, très long et franchement très dur. Les visites, les messages, c'est du temps et de la charge mentale en plus. En plus de ça, déjà, trouver une assistante maternelle de base, c'est compliqué. En plus, avec un enfant diabétique, encore plus. Et quand c'est pour du périscolaire, donc pas de la garde à 100%, alors là, je vous laisse imaginer. Donc, je voulais juste chercher pour les mercredis les vacances scolaires. Au final, ça a fini que les mercredis, donc j'ai repris le travail avec les 80% pour garder les mercredis. J'ai ma copine, du coup, qui me garde le soir en périscolaire, parce que pareil, avec l'école, c'était compliqué pour le goûter. Et une autre assistante maternelle pour les vacances scolaires. Donc, voilà, donc j'ai 2 assistantes maternelles plus moi qui suis à 80%. En septembre 2025, j'aimerais reprendre à 100%. Donc, il faudrait que je trouve quelqu'un pour les mercredis. Donc, si possible, pas une 3e assistante maternelle, mais une qui puisse me faire les mercredis et les vacances scolaires. Parce que pour moi, c'est compliqué. Mais faut penser aussi à mon loulou, Malo, voir 3 personnes différentes. Un jour, je vais chez elle, un jour, je vais chez un tel. Enfin, c'est pas possible. Et du coup, en fait, après le diagnostic, pour expliquer un peu, je suis tombée je suis tombée un peu en dépression. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais du coup, j'ai trouvé une super psychologue qui elle-même est diabétique, qui a des enfants diabétiques. Donc, elle connaît très bien les difficultés du diabète, des parents aidants, tout ça. Et c'est là où elle m'a parlé en fait de la tribu des super. Alors, la tribu des super, c'est une plateforme d'intermédiation entre particuliers qui permet aux parents qui ont un ou plusieurs enfants avec un diabète de type 1 de confier leur enfant à quelqu'un qui est capable de prendre en charge un protocole de diabète. Et cette aventure, évidemment, on ne tombe pas dans ce genre d'aventure par hasard. Elle est venue aussi de ma vie de maman, comme Jessie, où Marceau a déclenché un diabète à 3 ans et demi. Et voilà, et moi, j'étais en transition professionnelle et cherchais du sens à ma vie pro. Et j'ai été confrontée à la difficulté de le faire garder, que mes solutions de garde ne me convenaient pas.
en termes de besoins et de sécurité et de maladies très techniques, assez lourdes et complexes à débriefer en vrai quand vous avez besoin de quelqu'un qui peut un peu anticiper, etc. Surtout sur les petits qui ont plus ou moins la parole, qui souvent ne sentent pas forcément les symptômes, qu'il faut vraiment accompagner de manière assez proche. Et voilà, et je me suis rapprochée des associations de famille, notamment de l'Aide aux jeunes diabétiques. On a envoyé un questionnaire, une étude de marché avec la JD aux adhérents pour aller vérifier si d'autres parents que moi avaient ce genre de problématique. Et la JD, les retours ont été très positifs très vite. Et la JD avait confirmé aussi les retours d'expérience qu'ils pouvaient avoir, que c'était un vrai sujet, qu'aujourd'hui, c'était un sujet qui n'était pas adressé. Et que la JD était partante pour m'accompagner. Cette aventure est venue de ma vie de maman et elle m'a permis aussi de me lancer dans un job qui a du sens, ce que je cherchais aussi beaucoup à l'époque. Et j'y ai vu l'opportunité de me dire, ce diabète, il ne nous est pas tombé dessus pour rien à ce moment-là, même si c'est dur et c'est toujours des chocs. Et moi, j'avais un bébé de 10 jours quand on a été hospitalisé. Enfin, c'est jamais des bons moments, mais qu'à un moment, voilà, moi, j'ai pris aussi le taureau par les cornes et je me suis dit que je pouvais en faire quelque chose de positif de cette expérience. La tribu, en fait, du coup, elle vient apporter des solutions parce que moi, voilà, j'ai fait à peu près 1 an avec mon bébé en bas âge. J'étais en congé mat. Bon, je me suis débrouillée comme ça. Puis quand j'ai voulu me dire, OK, je dois reprendre maintenant une activité et de dire que ma babysitter que je pouvais prendre ma petite voisine de temps à autre, comment faire pour lui expliquer le diabète, qu'en fait, en théorie, ça devrait se passer comme ça, mais c'est pas sûr. Et que si ça se passe pas comme ça, il faut qu'elle fasse ça. Avec un vocabulaire d'une autre langue qu'on ne comprend pas, avec potentiellement, il faut faire des petits pics au bout du doigt, le sang, ça peut faire peur, un peu tous ces trucs, quoi. Puis les enfants qui ont des dispositifs médicaux en fonction de leur traitement. Et que c'était quand même beaucoup plus confortable quand on était parent de confier son enfant à quelqu'un qui savait tout ça. Et donc, on travaille à développer, en fait, on a construit avec la JD, et depuis, ça a été validé par d'autres diabétopédiatres, un process de sélection des candidats qui nous permet, à l'issue de ces entretiens qui ont lieu en visio, qui durent une bonne trentaine de minutes, qui sont administrés soit par un médecin, soit par patient expert, diabète de type 1, de dire cette personne, elle est capable de prendre en charge un protocole de diabète. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, nos supersiteurs dans la tribu, à 70%, c'est des personnes qui vivent avec un D-T1 eux-mêmes, qui ont à partir de 16 ans. Il n'y a pas d'âge limite. On a des retraités aussi dans la tribu. Et après, on a des mamans de grands ados, des mamans de jeunes enfants parfois qui se sont reconvertis parce que difficultés de garde, qui sont devenues assistantes maternelles, ou alors des frères et sœurs qui ont grandi dans une fratrie où le diabète n'était pas un problème et qu'ils ont pu prendre soin de leurs petits frères ou petites sœurs. Et puis quelques étudiants aussi. J'ai 2 diabétos qui sont une infirmière de pratique avancée, par exemple, aussi à Marseille. J'ai quelques soignants aussi qui sont dans la tribu. Je pense que quand j'ai lancé la tribu, je ne pensais même pas à toute la puissance en fait de certaines rencontres. Alors, il y a des histoires qui marquent. Alors déjà, la toute première garde que j'avais réalisée, c'était encore sur les phases de Covid. C'était une supersitter avec qui on avait déjeuné juste avant d'aller garder un petit loup de 7 ans et elle avait fait sa dose d'insuline un peu comme ça au pif, voilà. Et que moi, je voulais rester cette fois-là parce que je voulais voir comment ça se passait, la passation, que j'avais essayé d'organiser un petit peu pour que tout le monde soit en sécurité, etc., et que ça soit confortable. Donc, je voulais me mettre un peu en mode petite souris. Puis, en fait, il se trouve que cette babysitter, en arrivant assez discrètement, elle essaie de me dire j'ai des tendances de flèche, je sens que je baisse, je vais être en hypo dans pas très longtemps. Et en fait, l'enfant, il a entendu, l'enfant qu'elle venait garder, il y avait une fratrie, mais l'enfant qui avait un diabète. Et le gamin, il n'a pas eu peur, lui, il était trop content, il a commencé à sourire, il l'a pris par la main, il m'a dit viens voir, regarde, j'ai un placard de resucrage. Alors, moi, quand je suis à 50, c'est un taux qui est relativement bas, moi, j'aime bien prendre ça, quand je suis à tel taux, je prends ça. Et là, il s'est ouvert une discussion, je me suis dit, mais en fait, évidemment, même nous, en tant que parents, quand on essaie de choisir leur petit resucrage préféré, c'est pas pareil, en fait. On ne peut pas reconstruire cette relation-là. Et des histoires comme ça, de connivence, en fait, immédiate, qui se crée quand l'enfant est gardé par quelqu'un qui partage la même maladie que lui, c'est incroyable parce que même sur une petite fille, je me souviens, petite poulette dans les c'était des premières gardes à Paris qui avait 4 ans, qui venaient d'être diagnostiquées depuis très peu de temps. Les parents avaient expliqué, ta babysitter, elle a un diabète, mais qu'est-ce qu'elle comprend, cet enfant de ça? Au final, on ne savait pas trop ce qu'elle avait compris. Et la babysitter m'avait raconté, en fait, à l'époque, c'était encore des dispositifs, des capteurs qu'on devait passer à la main pour obtenir des taux sur les lecteurs de glycémie. Et la babysitter me dit, au moment où j'ai fait ce geste, elle m'a dit, j'ai vu dans les yeux de la petite qui m'a regardé faire qu'elle avait compris. Et que c'est à ce moment-là qu'elle avait compris. Avant, elle n'avait pas compris.
que sa babysit, et elle dit, bon, bah, après, bah, elle n'a pas arrêté de la scanner. J'ai souvent ce genre de témoignages d'enfants qui font des batailles de glycémie avec leur babysitter, des choses comme ça. En fait, ça permet aussi, je me rends compte, en fait, c'est hyper bénéfique pour tout le monde. Et j'ai une babysit que j'avais un peu chassée, entre guillemets, sauvagement, parce que j'avais été invitée par l'hôpital de La Rochelle à rencontrer les familles sur une journée avec les familles, et qu'en arrivant à La Rochelle, je me dis, bon, c'est quand même l'angoisse que demain, je rencontre 30 familles, j'ai pas de babysitter à La Rochelle, j'étais toute seule au resto le soir, et je vois un groupe de jeunes filles, une jeune fille qui avait un capteur de glycémie sur le bras. Je me suis dit, franchement, au culot, je pars pas du resto, donc j'ai pas réussi à trouver un moyen d'aller lui parler. Hyper intrusif. D'habitude, moi, c'est les babysitters, enfin, les candidats, ils viennent s'inscrire sur le site. Ils ont de même fait cette démarche. C'est assez personnel, en fait, quand même. Puisque souvent, le moteur, c'est de transmettre. Enfin, c'est vraiment de vivre une aventure. C'est pour ça qu'ils s'inscrivent. Et cette babysitter, tu allais la chercher. Et je me suis dit, elle est en soirée fille, elle va jamais penser à moi. Et voilà, et je me suis excusée, je lui ai expliqué. Il se trouve qu'en plus, elle était en école, professeure des écoles, elle avait un brevet maître nageur, enfin, elle avait un profil parfait. Et le lendemain, en fait, elle s'est souvenue de moi, elle s'est inscrite. Et Jeanne, elle venait d'être diagnostiquée quand elle avait 17, enfin, ça faisait à peine un an qu'elle était diagnostiquée. Et quand on s'est appelé après pour se parler de cette garde, elle m'a dit un truc, en effet, ça m'a collé des frissons. Elle m'a dit, mais merci, en fait, d'être venue me voir ce jour-là. Elle me dit, je n'avais pas entendu parler du site, j'aurais peut-être jamais fait ce genre de démarche. Et quand je me suis inscrite, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mais elle me dit, en fait, d'avoir passé une semaine avec Madeleine, ça m'a permis presque de faire le deuil, parce que je me suis rendu compte que j'étais encore en colère d'avoir eu ce diagnostic tardif, que je trouvais ça dégoûtant que ça m'arrive et que c'était injuste. Et qu'en fait, de passer une semaine avec Madeleine, qui avait 5 ans, et de voir que, alors oui, il y avait ses contraintes, mais qu'elle essayait, elle avait sa joie d'enfant et elle vivait avec parce qu'elle ne se souvenait pas d'avant. Ça lui avait permis à elle d'avancer, de cheminer dans sa propre résilience avec la maladie, son chemin, et de se dire qu'en fait, elle a eu la chance d'avoir 17 ans sans diabète. Et même récemment encore, dans le cadre d'un concours auquel je postulais avec un labo, Marceau, mon fils, je lui ai fait faire une petite vidéo en lui disant, et là il a 10 ans, quoi, qu'est-ce que ça te fait quand tu es gardé par des supersiteurs de la tribu? Parce que moi, à choisir, je prends plutôt un supersitter de la tribu, c'est quand même plus simple en termes de passation et de débrief. Et il m'a dit, avec son insouciance d'un gosse de 10 ans, ah bah, il a levé les yeux au ciel en disant, ah bah, il panique pas. Et je crois que ça, c'est aussi hyper important, on s'en rend pas compte en tant que parent, parce que nous, avec l'expérience, on panique moins. Mais quelqu'un que vous formez de manière ponctuelle, vous donnez des astuces et tout, mais ça fait peur. Et quand on est face à des supersitters, ils savent. Donc, ça n'empêche pas qu'ils n'ont pas des petits coups de stress, mais ils savent. Et du coup, l'enfant, ça ne lui met pas une pression supplémentaire. D'avoir quelqu'un qui est scotché sur son dos, qui regarde la pompe ou le taux toutes les 2 minutes. Et ça, pour les enfants, en fait, essayer aussi de leur alléger la pression qu'on met sur eux. C'est assez chouette. Et ça, c'est la force de la communauté et d'aller chercher des profils qui savent. Quand il est rentré à l'école, du coup, on parle de l'école, on a fait 3 réunions PAI avant la rentrée. Alors là, je vous laisse même pas imaginer la dose de stress pendant ces réunions-là, avec 40 000 questions, la diabéto qui dit de faire comme ça, l'infirmière PMI qui dit de faire comme ça, mettre d'accord sur des trucs. Enfin, c'était vraiment compliqué. Mais par contre, du coup, par exemple, ce qu'on a fait, c'est que quand il est rentré à l'école, le 2e jour, quand il y avait tout le monde, et en fait, moi, j'ai demandé à la maîtresse si elle voulait que j'intervienne dans la classe. Et en fait, je suis intervenue avec Malo dans la classe, avec un petit livre qui explique très bien pour le diabète de type 1 chez les enfants, avec des petites illustrations, les gendarmes du sucre, tout ça. Et en fait, je suis restée 15 minutes. Au début, j'ai laissé la parole à Malo. Donc, il a montré fièrement sa pompe, avec sa ceinture, son harnais, avec son capteur, parce que maintenant, du coup, forcément, ils font des choses géniales avec des petits dessins pour les capteurs, tout ça, justement, pour aider à accepter la maladie. Et du coup, il montrait tout ça à ses copains. Et après, avec des mots, juste expliquer pourquoi le téléphone peut sonner, ne pas avoir peur. Pourquoi est-ce qu'il prend un bonbon? C'est parce qu'il est bas. Si le téléphone sonne, les copains, ils vont prévenir la maîtresse. Et en fait, je me suis rendu compte quelques semaines après, en discutant avec des parents, c'est eux en fait qui m'ont interpellé. Ah, c'est votre petit qui est diabétique. Ah oui, il a bien su l'expliquer, les gendarmes du sucre, le téléphone et sonne. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, mais en fait, j'avais pas l'impression qu'ils m'écoutaient, mais ils ont tous retenu, quoi. Et la dernière fois, j'ai passé une demi-matinée dans la classe parce que l'école faisait ça, inviter les parents. Et en fait, j'avais tous les enfants qui, à un moment donné, le téléphone il a sonné, il a tourné, maîtresse, il y a le téléphone de Malo qui sonne, il faut un bonbon, il faut un bonbon. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, mais waouh, c'est les enfants, en fait, ils ont tous compris et il n'y en a aucun qui est à le juger ou quoi que ce soit, en fait. Même d'avoir le retour des parents, de voir que tous les enfants, en fait, s'il se passe quelque chose, mais en fait, ils sont tous là.
Et du coup, enfin, j'ai trouvé ça super beau parce que à côté de ça, il y a la galère de la rentrée à l'école avec les infirmières qui doivent passer. C'est pour ça que le soir, on ne met pas au périscolaire parce que si les infirmières passaient, ils devaient attendre 15-20 minutes alors que les autres avaient déjà pris leur goûter. Mais c'était hors de question pour nous. L'école, le midi, il y a l'infirmière qui passe, ça se passe très bien. Nous, du coup, je vois la scène, elle m'appelle ou elle m'envoie un message si elle a une question et elle est hyper réactive. Et heureusement qu'elle est là parce que la maîtresse, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais est quand même souvent absente. Nous, du coup, je vois la scène, elle m'appelle ou elle m'envoie un message si elle a une question et elle est hyper réactive. Et heureusement qu'elle est là parce que la maîtresse, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais est quand même souvent absente. Si je sais qu'elle a passé des informations à la scène qui remplaçait, mais elle m'a dit, elle risque de t'appeler, etc. En fait, non, je me suis mise à la maison. Le PAI, peut-être, c'est projet d'accueil individualisé, ça veut dire qu'on a ça pour d'autres maladies pédiatriques telles que l'asthme. C'est des documents administratifs, un peu juridiques, je ne sais pas trop, non, mais médicaux, qui sont co-signés par le médecin diabétologue, le directeur de l'école, l'enseignant, le médecin scolaire, la municipalité souvent, enfin tous les acteurs qui gravitent autour de l'enfant pour justement dire que tout le monde a pris connaissance du protocole d'accueil de l'enfant et ça définit théoriquement, en tout cas, les responsabilités, ce que chacun doit faire, ce que chacun peut faire. Maintenant, ces pays sont souvent assez imbuvables. Hein. Souvent, nous, en tant que parents, on prend au fur et à mesure des années, on trouve des petits rituels, on crée des outils. Mais encore en maternelle, il y a un ATSEM. Après, en primaire, il n'y en a plus. Donc, moi, j'ai eu le cas ce matin où le prof n'était pas là ce matin, je ne l'ai pas appris et j'ai vu une énorme hypo. Là, j'ai appris qu'en fait, il a été dispatché dans une autre classe, qu'il a dû partir à pied à la patinoire pour accompagner l'autre classe. Du coup, il a brûlé du gaz. On ne savait pas, on n'avait pas mis la pompe en mode sport. Et là, il est en CM2 maintenant. Donc, j'ai quelques rentrées d'expérience. Et ce que je voudrais témoigner, c'est que ce que tu évoques sur une certaine solidarité au sein des enfants de la classe, par chance, heureusement, ça existe encore, même quand ils sont plus grands. Au-delà de la partie administrative du PAI, l'enjeu pour nous, c'est pas le PAI en tant que parents, on s'en fiche. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils aient capté comment fonctionnent les petites fiches que je leur imprime, leur plastifie, qu'ils collent dans la classe. En moyenne, il leur faut quand même au moins 3 mois avant de se sentir un peu autonome, d'arrêter de faire des messages à chaque fois que ça descend. Et qu'en gros, ils aient capté comment on fait pour resucrer, qu'il ne faut pas trop s'exciter, il ne faut pas resucrer trop, voilà. Et échanger dès le début de l'année avec l'enfant, si l'enfant est d'accord. Ça me semble important parce que ça permet aussi de remettre un peu les choses à plat par rapport aux petits camarades qui peuvent trouver ça injuste que lui, il a le droit d'aller faire pipi au milieu de la classe alors que normalement, c'est pas la règle. Voilà, de manger un truc ou de boire un truc alors que c'est pas prévu, etc. Et que c'est pas du favoritisme, c'est que du coup, il y a un besoin un peu spécifique. Et du coup, de mettre les choses à plat direct, ça permet aussi certainement d'avoir une ambiance un petit peu plus détendue par rapport aussi aux petits copains, copines de la classe. Ouais. Le gros point où on s'est battu justement, et c'est pour ça qu'on a fait 3 réunions de PAI, c'est qu'en fait, on a trouvé ça vraiment choquant et on était désespérés quand ils nous ont dit ça. C'est vrai que le diabète, c'est pas de la science exacte, quoi. C'est pas comme ça, c'est pas scolaire. Et en fait, c'est ce que nous disait l'infirmière de la PES qu'on commençait à dire, il faut le resucrer rapidement quand, par exemple, il est en double flèche en bas. Et là, oui, mais on ne leur demande pas d'interpréter. Il faut que ça soit, s'il est à 80, 70, on resucre, mais s'il est à 75 flèches en bas, on ne resucre pas. Et en fait, on s'est battu avec eux en disant, mais le diabète, c'est pas de la science exacte, en fait. Enfin, oui, nous, on fait au feeling, on connaît notre fils, etc. Mais s'il est en double flèche en bas, c'est-à-dire qu'il est en train de chuter, en fait. Donc, tu ne vas pas attendre que ça bip, qu'il descende à l'eau, et carrément, on ne voit même plus rien, qu'il fasse un malaise, parce que tu as attendu que ça sonne et que voilà. Les médecins scolaires, souvent, ne sont pas très au fait de... Les technologies, elles sont hyper avancées. Et donc, elles nécessitent des ajustements dans les comportements, dans tout ça. Eux, ils ne savent pas comment ça fonctionne aujourd'hui, toutes ces technos. Mais c'est sûr que quand il grandira, ça fera peut-être aussi un petit peu moins peur parce que lui, il sera capable d'exprimer. Maman, elle ne fait pas comme ça. Et ce qui est le plus compliqué après pour les instits, c'est aussi au-delà de ce que vous avez écrit et ce que tu dis qui est figé sur des dogmes. Et en théorie, on doit faire tel resucrage à tel taux. En fait, tu pars d'un effet d'un principe de normalement, ça devrait se passer comme ça. Ça se passe rarement exactement comme prévu. Il faut tout le temps se réadapter. Et ce qui fonctionne un jour, parfois ne fonctionne pas le lendemain. Et ça, c'est un peu dingue. Et quand on doit apprendre ça pour un institut qui, en effet, gère sa classe, gère possiblement des PAI ou des PAP pour des dyslexiques, d'autres enfants qui ont d'autres besoins. Tout ça fait une équation un peu compliquée et le diabète peut être très chronophage. Donc, il y a des instituts qui font vraiment le minimum syndical parce qu'ils estiment qu'ils ont autre chose à faire, quoi. Je dis à chaque fois à tout le monde, chaque âge a ses défis. Quand il va rentrer, il n'y aura plus d'ATSEM, ça sera un autre défi. Quand il va commencer à sortir plus tard avec ses copains, tout ça, ça sera encore une autre histoire. En tant que parent, je pense qu'en fait, chaque âge a des défis et qu'on n'arrêtera pas de s'inquiéter.
Et il faut apprendre à faire confiance. Et après, dans les défis, du coup, c'est comment transmettre les bonnes informations aux bonnes personnes en fonction de ce qu'elles ont besoin de savoir et pas surcharger d'informations parce que de toute façon, elles n'intégreront pas ce qui est nécessaire. Et un défi qu'on n'a pas mentionné, qui me semble quand même important aussi, c'est le défi de l'autonomie. C'est que nos enfants, en fait, sur cette pathologie, c'est une maladie qui est incurable, mais sur lesquelles les enfants ont une autonomie entre 10-12 ans. Parce qu'en fait, juste aussi, d'un point de vue encadrement, au collège, vous n'avez plus le droit de faire passer une infirmière libérale au collège. Donc l'enfant, quoi qu'il se passe, faut qu'il soit le plus autonome possible à partir de l'entrée au collège, parce qu'il pourra compter, entre guillemets, que sur lui-même ou les parents par téléphone. Mais le cadre, il est quand même assez différent. Donc progressivement aussi, il y a des phases d'autonomie. Et nous, cette année, on a arrêté. Alors, en vrai, en théorie, il est tellement... C'est pareil, quand ils sont diagnostiqués très jeunes, ils délègent tout leur devient naturel. Donc, c'est bien pour lui. Maintenant, les bolus, les doses d'insuline ne sont pas forcément faites parce qu'il oublie d'appeler, parce qu'il oublie de faire son insuline. Il faut essayer de trouver comment on peut l'accompagner, mettre des routines. Mais ça, c'est un vrai défi aussi, la transmission de toutes les années qu'on a accumulées d'expérience, même dans la façon dont on compte, dans la façon les enfants doivent compter des glucides qu'ils mangent pour avoir la meilleure dose d'insuline. Il existe des petits jeux de cartes, il existe des outils pédagogiques un peu pour nous y aider, mais le quotidien, tous les repas sont aussi un terrain de jeu pour commencer à leur transmettre, encore une fois, s'ils sont d'accord et s'ils sont volontaires. Mais il y a un moment, il va falloir un petit peu lâcher prise. Et du coup, ça, c'est un défi aussi quand ils sont diagnostiqués jeunes. Justement, nous, c'est ça qui nous a un peu aidé à nous dire, OK, on y va, la maladie est là, c'est comme ça, c'est qu'en fait, il a mûri, en fait, mais autant il n'a pas été propre à 2 ans et demi, 3 ans, mais alors autant, maintenant, je l'accompagne juste pour être sûr qu'il change bien son cathéter tout seul, quoi. C'est quand son téléphone sonne, il dit, là, je suis haut, il reconnaît les sonneries, là, je suis bas. C'est vraiment rien, c'est juste des tout petites choses. Et c'est là, en fait, on s'est dit, waouh, il va avoir 4 ans, son cathéter, il sait dans quelle ordre il faut faire. Le capteur, il sait ce qu'on va faire. Le capteur, on laisse pas faire parce que c'est quand même beaucoup plus. C'est pas la même chose. Mais voilà, le cathéter, tous les 3 jours. Et là, on change cathéter. Et là, oui, c'est cathéter. Ok, et pris insuline. Et oui, j'ai été prendre insuline. Enfin, en fait, on l'accompagne juste. Mais c'est là où on se dit, waouh, effectivement, il va grandir avec. Et après, il faudra le laisser tout faire tout seul. Bon, là, j'y ai déjà pensé, mais je dis, on va pas y penser tout de suite. Ça va pas encore arriver. Donc, on va attendre encore un peu avant de se mettre la pression. Mais c'est vrai que c'est vraiment propre à chacun. Je sais qu'il y en a qui vont rester renfermés sur eux, qui vont pas vouloir en parler. Mais moi, en fait, dès que j'ai appris le diagnostic du diabète de type 1 de Malo, en fait, tout de suite, quand j'en ai parlé à ma famille, à mon entourage, je me suis rendu compte que diabète de type 1, mais qu'est-ce que c'est? Il a mangé trop de sucre, il a mangé trop de bonbons. Et du coup, en fait, tout de suite, je me suis mise à rabâcher, à arrêter les préjugés, tout ça. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que c'était pas du tout connu. Donc, moi, j'ai décidé d'en parler, de faire de la prévention sur les réseaux sociaux, etc., d'en parler un maximum autour de moi. Donc ça, après, moi, j'ai été très à l'aise avec ça. Au contraire, je sais qu'il y en a qui veulent pas du tout en parler, qui sont un peu vraiment en retrait. Mais par exemple, moi, mon mari, pour lui, tout allait bien, tout ça. Du coup, moi, j'étais, bah ouais, tout va bien, écoute, on va gérer, machin. Et en fait, je me rendais au fur et à mesure, je me compte que ça n'allait pas du tout. Alors que je pensais que oui. Et en fait, c'est au fur et à mesure de voir comment je réagissais, mon comportement, tout ça. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais faire appel à un psychologue, puis on verra bien. Et en fait, mais ça m'a transformée, en fait. Donc, franchement, vraiment, si j'ai un conseil, c'est que ça aille ou que ça n'aille pas. À partir du moment où, en tant que parent, on nous annonce que notre enfant est diabétique de type 1, c'est quand même un choc. Donc, moi, le premier conseil que je donnerais à tous les parents, c'est de parler à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de proche ou pas. Après, ça peut être plus facile de parler à quelqu'un d'extérieur qui ne vous connaît pas, donc comme un psychologue. Mais c'est vraiment d'essayer d'en parler, d'évacuer à une personne qui ne vous jugera pas, qui ne vous posera pas 40 000 questions, juste qui vous écoutera, vous videz votre sac et sans vraiment juste parler. Je sais que mon mari, à un moment donné, non, tout va bien, non, 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 je suis un bonhomme et tout. Et au final, à un moment donné, on s'est mis à en discuter. Et voilà, il y a des mots qui sont sortis, des choses comme ça. Et c'est là où je me rends compte que, ouais, tout va bien, ouais, ouais. Voilà, il en a parlé une fois, après c'était bon, mais juste voilà, vider son sac en fait, parce que c'est quand même quelque chose de lourd, quoi. Donc, je pense que la parole peut être importante. Et l'association dont je parlais tout à l'heure, de jeunes diabétiques, c'est l'asso nationale qui souvent est communiquée à l'hôpital.
mais pas toujours. Et parfois, selon les départements, il y a des antennes départementales. Oui. Après, ça dépend le nombre de bénévoles par association, etc. Mais parfois, il y a des régions dans lesquelles il y a un maillage il y a un lien très fort avec les hôpitaux. Parfois, les hôpitaux préviennent quand il y a des découvertes et proposent aux familles que quelqu'un de l'association passe, même pendant la semaine de découverte, enfin les 15 jours d'hospitalisation pour parler avec les familles. C'est un peu, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être proposées. Sinon, on peut contacter les associations en direct pour, en effet, échanger. Et moi, j'ai déjà eu tellement de témoignages là-dessus, de parents qui disent mais en fait, juste de parler à quelqu'un qui vit la même chose que nous, ça n'a rien à voir. Parce que l'hôpital, c'est l'hôpital. Les infirmières, aussi gentilles soient-elles, ne partagent pas notre quotidien. Donc, c'est sûr que ça, c'est important. Maintenant, tout le monde n'a pas envie de parler. Je peux entendre, même en faisant les grosures, la posture de ton mari, ou voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je crois, c'est que chacun a son timing. Et chacun doit faire les choses à sa manière. En essayant d'être objectif sur est-ce qu'on est bien ou on n'est pas bien, mais je pense que surtout, moi, j'aurais envie de dire ne soyez pas trop exigeants avec vous-même. Pendant des années par l'infirmière, l'école. Voilà, c'est un marathon qu'il faut, il faut aussi pouvoir s'écouter et faire à son rythme et pas trop se juger sévèrement. Et après, même dans le suivi du quotidien, de la glycémie, de tout ça, des erreurs, on en fait plein. C'est pas des erreurs programmées. C'est qu'on pense que si on fait ça, ça va marcher. Ce genre d'erreur où tu calcules, tu te trompes dans un calcul, finalement, tu envoies ton enfant en hypo. Franchement, t'es hyper fâché après toi-même derrière. Mais tu l'as pas fait exprès, en fait. Donc, voilà, c'est en ça où je dis qu'il faut quand même, de manière générale, essayer d'être bienveillant et se relâcher un peu le niveau d'exigence et de pression qu'on se met.